ce zoning qui était déjà un zoning de transformation du bois. Ce zoning s'est implanté en 1976, en 76. François Rion, conseiller municipal de Burtonville. Le démarrage du zoning, donc en 1995, ça a tout simplement que je me suis changé, que je me suis engagé en politique, parce que j'ai commencé à réfléchir à toute une série de choses qui m'entouraient. On me parlait d'emploi, donc j'ai réfléchi à l'emploi. On me parlait d'environnement, donc j'ai réfléchi à l'environnement. On me parlait de développement local, donc j'ai réfléchi au développement local. Et toutes mes réflexions, elles ont abouti au fait que je me suis rendu compte que c'était pas ce type de développement-là qui, au bout du compte, amènerait ce que chacun cherche, finalement. Et que certains types de développement nuisaient à d'autres, etc. Quand j'ai eu une réflexion suffisamment aboutie, c'était un peu tard, quoi. Hein. Donc on n'avait plus qu'à s'engager pour lutter, pour limiter la casse, en fait. Je suis Pierre Offergeld, je suis ingénieur des eaux et forêts. Je gérais ici le cantonnement des eaux et forêts de Vielsalm, qui fait plus ou moins 10 000 hectares de forêts soumises au régime forestier. La première installation qui a été faite, c'est un groupe de propriétaires forestiers qui avaient voulu valoriser leurs produits. Et ils avaient fait une petite scierie, une scierie de faible dimension, et ils l'avaient installée là, dans ce zoning qui ne convient absolument pas. Moi, j'ai toujours pensé, comme beaucoup de gens de riverains, que c'est démesuré la taille de ces entreprises-là. Bernard Loac, je suis garde forestier donc à Vielsalm et riverain du zoning. Plutôt que d'avoir mis ces installations dans un endroit existant le long de l'autoroute, on a joué à tirer chacun de son côté. Donc chaque commune voulait avoir l'installation sur son territoire. Ça veut dire qu'on fait un pont d'or pour ça. Et voilà le résultat. La scierie, c'est beaucoup plus le bruit. Le bruit, c'est clair, on l'entend à des kilomètres. Et les odeurs de la cogénération actuellement. Avant, la scierie n'en générait pas, maintenant elle en génère. Que brûle-t-on normalement les déchets de scierie? Déchets bois industriels. On peut très bien les brûler ailleurs. C'est une question de température pour évacuer la plupart des polluants. Le souci, c'est que ces installations de cogénération n'atteignent pas cette température-là. Donc ce n'est pas le phénomène NIMBY de dire qu'il faut mettre ça dans un incinérateur qui les brûle à 1000 degrés ou à 800 et pas simplement dans une chaudière. Si dans votre chaudière vous brûlez des bois avec de la peinture, vous allez avoir un PV immédiatement. Donc il n'y a pas de raison de les autoriser eux à faire ça. Les associations environnementales doivent veiller strictement à ça. C'est les dioxines et les formaldéhydes et compagnie. C'est pas... Quand on commence à brûler de grandes quantités, là, ça devient une pollution. Ce n'est pas une réutilisation intelligente des bois industriels. On a fabriqué les normes pour l'usine. On a dit, vous pouvez... En fait, dans les permis d'environnement, comme on appelle ça maintenant, c'est eux qui déterminent ce qu'ils ont besoin de polluer. Et on fixe la norme aux environs de ce point-là. Et tout ça pour faire de l'électricité verte. Ça, il faut dénoncer à grande échelle, parce que le non-sens est là. Les certificats verts, c'était une prime qui est offerte aux producteurs d'énergie renouvelable. C'est une prime évidemment importante. Pour le moment, c'est assez simple, les énergies vertes ne sont rentables que grâce à ces certificats verts-là. Mais évidemment, c'est une aubaine pour un industriel de savoir, avant de monter son entreprise, qu'il aura un client assuré, puisque, j'imagine que c'est la même chose en France, mais en tout cas, en Wallonie, en Belgique, l'État
par l'intermédiaire de ces structures filiales, est obligé de racheter les certificats verts aux producteurs. Donc, comme on commence une activité, on est assuré pendant 15 ans, ou maintenant seulement 10 ans, mais c'est déjà pas mal, que on vendra son produit, qu'on pourra faire des bénéfices. Donc évidemment, ça tente évidemment les industriels qui se lancent tous azimuts, éolien, biomasse comme ici, etc. Donc clairement, c'est un marché qui ne pouvait pas rater. Toutes les scieries tentent de faire ça maintenant. Il y en a qui le font dans une norme raisonnable qui est de produire l'électricité qu'eux-mêmes vont utiliser, ce qui est le bon plan, disons-le, mais à partir du moment où on se lance dans cette démarche-là de manière industrielle, on prend aussi la part des autres, évidemment, bien entendu. IBV, cette scierie, a reçu de très importantes subventions pour s'installer. Je crois qu'une grosse partie est passée dans les moyens de transport. Et vous voyez ces camions maintenant, c'est devenu une énorme firme de transport. J'ai l'impression que si la Scierie devait disparaître, ce serait Joost avec ses transports qui subsisterait. Un zoning pareil, on doit le mettre aux environs d'une autoroute. Ils ont été le mettre là où il n'y a pas d'accès. Les camions traversent les villages, il finira par y avoir un accident. Oui, effectivement, jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'accident, mais on a eu beaucoup de chance. Un jour ou l'autre, de toute façon, ça arrivera. Je peux mettre une terrasse, mais seulement le problème est que il n'y a plus beaucoup de monde qui va dessus. Parce que justement, c'est ce bruit de camion. Puis alors, ça draine de la poussière qui se dépose, etc. etc. Et quand vous mangez et que ça croque un peu, c'est pas spécialement agréable. Il y en a même qui ont comptabilisé le nombre de camions qui passaient par jour devant chez eux. C'est 492. Le calcul du passage des camions, il est assez facile à faire. On sait qu'une usine va traiter autant de mètres cubes de bois. On sait diviser ça par le nombre de camions, leur multiplier par 2 pour tous les camions qui s'en vont à vide, leur multiplier par 2 pour tous les camions qui viennent chercher la marchandise et leur multiplier par 2 pour tous les camions qui viennent reconduire la marchandise. Bon, c'est vrai que Joost est avant tout un transporteur. On sait que la Scierie, avant qu'elle ne vive maintenant sans doute très largement des certificats verts, dus à la production, à la cogénération, on sait que la Scierie a été en difficulté. On sait aussi qu'un certain nombre d'exploitants forestiers ne sont pas ravis d'avoir IBV acheteurs de bois sur pied parce que ça leur prend leur métier aux exploitants forestiers. Mais ce qu'on comprend quand même aisément, peu importe dans le système de montage de ce type d'entreprise, peu importe que la scierie soit rentable ou non, pourvu que le transport le soit. Donc évidemment, ça fausse tout l'équilibre de la filière bois et c'est une concurrence pour le moins louche vis-à-vis des autres scieurs qui, eux, doivent gagner leur vie sur le sillage uniquement. Donc il faut être extrêmement prudent dans le développement économique si on veut mettre sur pied, si on veut encourager ce type d'entreprise qui remplissent absolument tous les postes, parce que s'ils perdent dans un, ils se rattrapent de toute façon dans les autres. Mais ceux qui ne vivent dans leur profession que d'un seul poste, ils n'ont aucun moyen de se rattraper. Donc la concurrence est biaisée, clairement. Mais ça, c'est une décision politique, quelque part, à prendre. Le souci pour les exploitants forestiers, nous sommes un intermédiaire de plus que par rapport aux scieries. Olivier Blaise, marchand de bois, exploitant forestier. Donc moi je dois acheter mes bois et les revendre aux scieries. Les scieries maintenant achètent pour la plupart leurs bois eux-mêmes. Donc des exploitants comme moi, que peut-on encore acheter ? On peut acheter des plus petits lots, des lots mélangés, des bois où il y a beaucoup plus de manutention. Mais à la longue, si des grosses entités comme IBV, Fruitier pouvaient s'entendre, ils pourraient nous fixer des prix d'achat et à la longue, je crois qu'on n'arriverait plus à acheter du bois. C'est un peu le problème de toutes les multinationales. Les petites scieries
ont des commandes spéciales. Là, ils sont tout à fait rentables, des plus grosses sections, de choses comme ça. Où ça ne fonctionne plus, c'est le pourcentage de bois qu'ils ont, le bois standard. Là, ils ne parviennent pas à concurrencer de grosses scieries comme IBV, où le prix de revient de sciage est nettement plus bas que dans ces petites scieries-là. De grosses unités comme ça, je crois que pour que ça soit rentable, l'usine doit tourner tous les jours. Il faut scier tous les jours. Donc, il faut du bois presque à n'importe quel prix. Pour nous, des petits exploitants, c'est très difficile d'acquérir de belles parcelles parce qu'on ne parvient pas à concurrencer des firmes comme IBV, Fruitier, par exemple. Nous fabriquons des piquets de clôture, tuteurs pour les arbres fruitiers, des poteaux électriques destinés à l'exportation principalement vers l'Afrique de l'Ouest, et des clôtures pour les haras, donc les élevages de pur sang en France. Mon nom est Jacques Berthemès, je suis administrateur de la société Berthemès. On travaille uniquement le bois de petit diamètre. Nous sommes une petite entreprise et on souffre beaucoup de la concurrence des grosses entreprises qui sont installées sur le zoning. Parce que au départ, il y a une partie, disons, de la matière première qui est quand même la même. Donc, les grosses entreprises, comme toutes les grosses entreprises partout, sont fort subsidiées. Et malheureusement, ce n'est pas le cas pour les petites. Hein. Les subventions des grosses entreprises servent malheureusement à l'achat des matières premières. On rencontre une concurrence qui est tout à fait déloyale. Il y a une dizaine d'années qu'on comprend que tout est fait pour développer les grosses entreprises et qu'on s'occupe très peu des petites et même des moyennes. Hein. Nous avons encore 15 personnes actuellement, et il y a 2 ans d'ici, on en avait 23. Les craintes, c'est que on trouve de moins en moins de matières premières du fait que ce sont les grosses entreprises qui les obtiennent. Ils achètent à un prix supérieur à ce que nous, on peut donner. Nous sommes quand même toujours limités par les prix de vente. Hein. Il faut qu'on garde une petite marge quand même. Hein. C'est un danger parce que on a eu le cas il y a quelques années. Les grosses entreprises sont allées trouver les gens de l'ADNF dans les hautes sphères en disant, écoutez, il ne faut plus planter trop serré parce que le bois ne se développe pas assez vite. Il faut planter beaucoup plus large pour que eux puissent obtenir de la matière pas de première qualité, mais il leur faut beaucoup de matière. Le résultat maintenant, c'est que 10 ans après, on a des bois qui font 4 mètres de haut ou 3 mètres de haut avec des pieds qui font 20 cm et des bois qui ne sont plus bons pour la qualité de bois que nous recherchons. Est-ce qu'il ne serait pas préférable d'avoir plutôt une dizaine de scieries qui scierait 200 mètres cubes par jour que d'avoir une grosse entité comme ça qui scie de 2000 mètres cubes par jour? On a encore la chance qu'ils ne s'entendent pas entre elles, parce que sinon, pour nous marchands, je crois qu'ils nous achèteraient nos bois vraiment à un prix bien défini de leur part, et à la longue, on serait amené à disparaître. C'est ça qu'il faut évidemment pas accepter chez vous.